prescription. Vous avez tous entendu parler de l'Ozempic. Alors, c'est une aiguille qu'on se met dans le ventre, puis on perd 20 livres en, je crois, c'est 4 jours, c'est tout ça? Non, j'exagère. Mais honnêtement, c'est vraiment totalement révolutionnaire. En tout cas, ça n'existait pas avant, vraiment. C'est effectivement une injection, puis sous ordre médical. Mais on apprend dans le Soleil de Québec, puis à vrai dire, je ne l'apprends pas parce que ça a déjà circulé, que maintenant, tu peux passer, encore une fois, un peu comme bien des affaires, par Internet, sans ordonnance, sans prescription du médecin, et tout à coup, et voilà, depuis que le Canada a mis générique, on appelle. C'est-à-dire que quand un médicament arrive sur le marché, il est breveté, parce que ça coûte tellement cher à développer, mais un jour, cette recette-là, n'importe qui peut la prendre. Alors, on a François P. Turgeon, qui est pharmacien et professeur adjoint de la clinique de faculté de pharmacie à l'Université de Montréal, qui va nous démêler ça. Bonjour, François. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, oui. Est-ce que je peux déjà embarquer sur ce que tu disais en entrée de séquence? Oui, oui. En fait, lorsqu'on le commande sur Internet, le médicament est prescrit quand même par un médecin ou un autre prescripteur autorisé, soit au Québec, soit dans une autre province, qui est légal. Fait qu'il y a quand même quelqu'un qui le prescrit. Okay. La prescription est quand même limitée en sens où ça se fait par Internet, ça a l'air plutôt d'être des formulaires, les rencontres sont quand même minimes, mais techniquement, ça reste sous prescription. Peut-être que la prescription est plus facile à obtenir dans ce contexte-là. Bon, alors, qu'est-ce que ça change dans le concret entre je vais voir mon médecin, puis là, j'ai ma petite boîte, là, blablabla, de la pharmacie, et wow, tout à coup, on passe par Internet. C'est un peu le cœur de ce que tu veux me raconter, là. Absolument. Je pense que les deux principales différences qu'on va y voir, c'est justement au niveau de la prescription. C'est sûr que dans un monde idéal, à mon sens, c'est le médecin de famille du patient, un médecin qui le suit, qui devrait prendre ça en charge, quelqu'un qui le connaît, qui est capable d'évaluer si c'est pertinent pour lui, s'il y a des meilleures options, est-ce que c'est la meilleure, etc. En même temps, je suis très conscient que c'est pas tout le monde qui a accès à un médecin de famille, donc ça, c'est un certain défi. Puis l'autre chose aussi, ce qu'on remarquait dans ce processus-là, c'est que le médicament, le Ozempic ou son générique, sont généralement envoyés directement de la pharmacie chez le patient. Oui. On va pas nécessairement à la pharmacie le chercher. Donc, l'interaction avec un professionnel, avec le pharmacien, si ça va pas bien, si je dois augmenter ma dose, si je dois la modifier pour faire le suivi, me semble moins présente dans ce contexte-là. Puis c'est peut-être là, je trouve, où il y a un petit quelque chose qui m'agace. Quand c'est shippé d'Amazon, là, c'est sûr que... Non, mais pour vrai, là, c'est comme toute une autre affaire. Ça ressemble à ça, tout à fait. Absolument. François, explique-nous donc vraiment comment ça marche, Ozempic. Tu sais, c'est comme on est là, qu'on en parle, qu'on sait que ça existe. C'est quoi la mécanique? Qu'est-ce qui se passe quand je me mets ça? Pourquoi mon corps réagit de même? C'est quoi la mécanique? Donc, Ozempic, c'est le plus connu. Il y a quelques autres médicaments dans la famille. On va passer au Wegovy, Mounjaro, le sémaglutide qui est le générique. Ça fait tout, grosso modo, la même chose. C'est des médicaments qui ont été mis sur le marché pour le diabète. Donc, ils améliorent beaucoup, d'ailleurs, le diabète. Ces médicaments sont très efficaces dans ce cadre-là. Puis, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils réduisent la vitesse à laquelle l'estomac se vide. Donc, l'estomac se vide moins rapidement. Puis, qu'est-ce que ça fait de manière très, très pratique? C'est que les gens se sentent pleins plus rapidement, plus longtemps. Donc, mangent moins. D'où la perte de poids. Donc, c'est quelque chose de très mécanique, de juste faire que la digestion, surtout au niveau de l'estomac, ralentit. Puis c'est principalement comme ça que se fait la perte de poids associée au Ozempic ou à toutes les autres molécules similaires. Ça fait que là, je vais te faire une grande confidence, OK? Parce que des pubs Ozempic, on est tous... Non, mais on est 1000, là. Je suis parfaitement au courant. Je te jure, tu es en train de me dire que c'est un vulgaire coupe-faim. J'étais convaincu que c'était un truc qui affectait le métabolisme, là. Non, effectivement, ça l'affecte pour les patients diabétiques en un sens, parce que ça va jouer comment le sucre avec le glucose va rentrer, et tout, je suppose, dans le foie, exactement. Okay. Mais je dirais au niveau de la perte de poids, c'est beaucoup sur l'aspect coupe-faim. Le point positif, par contre, qu'on va y donner, ça fait des années qu'il y a des coupes-faim qui sont mis sur le marché. Je veux dire, un médicament pour perdre du poids, ça fait longtemps que disons, l'humanité, la population aimerait en avoir un. Puis tous ceux qui ont été mis sur le marché dans le passé avaient des effets indésirables graves et risqués. Souvent au niveau cardiovasculaire, c'était beaucoup des stimulants. Là, pour la première fois, on en a un qui est largement sécuritaire. Il y a des effets indésirables possibles, bien entendu, mais on est beaucoup plus sécuritaire que les autres avant. Mais oui, essentiellement, c'est beaucoup un coupe-faim. On est surtout moins faim. François Turgeon, pharmacien, Cybèle, elle a des textos qui rentrent avec des questions. Une question en particulier, je crois que ça soulève peut-être des fausses informations qui peuvent circuler autour de ça. Quelqu'un nous dit « venin de serpent comme ingrédient ». C'est vrai? J'en doute, mais peut-être. J'en doute fortement, j'ai jamais entendu ça. Non, en fait, ce que ça fait, c'est que ça ressemble beaucoup à une molécule que le corps sécrète lui-même. Le nom de la molécule, c'est un agoniste des GLP-1. Donc, on va faire une molécule qui ressemble à une que le corps fait naturellement, puis qui va aller
faire ce que cette molécule-là qu'on ferait fait. Donc, cette molécule-là, normalement, est pour dire justement à l'estomac, vide-toi moins vite, gère mieux ton sucre. Fait qu'on donne un médicament qui correspond à une molécule qu'on produit déjà. Donc, non, j'ai vraiment aucune raison de croire qu'il y a du venin de serpent dans l'Ozempic. Si je peux ajouter, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça, mais plutôt, j'ai vu un autre sujet qui parlait de l'utilisation d'Ozempic qui serait bon pour, en fait, qu'il y aurait des effets positifs sur les risques de démence, précoce de démence. Et c'est pas la première fois que j'entends qu'Ozempic a des impacts positifs sur d'autres choses, finalement, que simplement la perte de poids. Pouvez-vous nous donner 2-3 exemples de ce que, finalement, de ce que je comprends, on découvre qu'Ozempic est bon à plusieurs choses? Vraiment. Puis la compagnie l'essaie dans plusieurs choses. On a beaucoup d'études en cours. De manière générale, ça semble aider à la santé cardiovasculaire. Notion intéressante, l'amélioration au niveau cardiovasculaire a l'air d'être indépendante de la perte de poids. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, c'est des gens qui vont faire, en général, réduire le risque d'AVC, réduire le risque d'infarctus. Quand on pense à la démence, on le pense comme un entrain neurologique là, au niveau du cerveau. Mais en réalité, souvent, il y a un background qui est cardiovasculaire à ça, il y a moins de sang qui se rend. Donc, améliorer la santé cardiovasculaire va améliorer ça. Puis, il y en a un autre qui sont un peu plus par la bande. Il y a des études qui démontrent une amélioration au niveau de la douleur au genou. Là, ça semble être vraiment directement lié à la perte de poids. Si j'ai moins de poids à transporter, moins de travail au niveau des articulations. Mais ça, c'est également très bien démontré que l'Ozempic allait réduire les douleurs au genou, par exemple. François, à qui un médecin va dire « Non, 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 pas toi ». À qui on refuse l'Ozempic? Il y a des contre-indications très, très, très ciblées. On parle de gens qui ont des antécédents ou des risques de cancer de la thyroïde, par exemple, des antécédents de pancréatite. On s'entend, ça concerne quelques patients, mais c'est des risques qui sont quand même très élevés. Je dirais les principaux patients auxquels on va pas vouloir le donner chez les patients diabétiques, c'est les patients qui sont déjà dénutris. On pense souvent à des personnes âgées qui sont frêles, qui pèsent déjà, je vous dirais, moins de 100 livres. On veut pas qu'ils perdent la masse, qu'ils se dénutrissent, parce que c'est peut-être un des éléments négatifs à mentionner au niveau de l'Ozempic. Il y a souvent une perte de masse musculaire qui est associée. Donc oui, on veut perdre du gras, mais souvent une perte de masse musculaire, ça c'est plus agaçant pour tout le monde, mais encore plus chez les personnes âgées qui sont à risque de chute, qui sont à risque de perte. Fait que c'est peut-être plus là. Évidemment, quand on en parle en perte de poids, c'est peut-être un peu moins problématique, mais en diabète, là, nos petites personnes âgées qui ont déjà une tendance à la dénutrition, c'est là qu'on aurait un bug peut-être plus marqué. François, écoute, moi j'ai fait le tour de tout ce que je voulais savoir. Tu devrais revenir souvent, tu devrais être notre chroniqueur médicaments. Pour moi, ça me ferait grand plaisir que vous m'invitiez. Sybelle a dit, elle fait non. Ah, c'est ça, il me met dans le coin, il était bon. Non, pour vrai. Non, mais je trouve ça intéressant. Puis, médicaments, c'est comme. Il y a tout le temps de nouvelles à propos des médicaments. Prends-le en note, Hugo. Ben, surtout des fausses François, nouvelles, quand tu me jases, ou... Absolument. Moi, je charge gratuitement. Ça fait partie de ma tâche à l'université. Reviens demain. Ça me fait plaisir de venir vous voir. Merci beaucoup, François Péturgeon, pharmacien. Et j'espère qu'on va se revoir, professeur adjoint clinique, faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. On se reparle parce que quand on va penser médicaments, on va penser Turgeon. Merci, Marc.